Et je vous le disais en début d'émission 20h10 sur Martinique la première, nous recevons ce soir Olivier Jean-Marie. Il vient de sortir un livre, donc un ouvrage titré Qui rôle nous? Voilà le titre qu'il a choisi à la recherche de la raison d'être de la Martinique. Mais chez nous ici à Martinique la première, notamment dans Drive Back, on a été interpellé justement par ce titre Qui rôle nous? Et ce soir, on le souhaite, on l'espère, il nous en dira plus. Un livre qui a plus de 80 pages que vous pourrez certainement avoir entre les mains puisqu'il y aura une séance dédicace prévue ce week-end et vous serez certainement présent à la librairie, notre librairie Pays. On va lui dire bonsoir tout de suite afin de l'accueillir. Bonsoir. Olivier Jean-Marie, merci, vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonsoir Claudine et bonsoir la Martinique. C'est avec plaisir que je discuterai avec vous. Sur ce livre Qui rôle-nous à la recherche de la raison d'être de la Martinique, c'est pas le premier que vous écrivez qui va dans le sens du citoyen qui se questionne. Il y a eu déjà un premier livre d'ailleurs, Grand Tchèque, Grand l'Esprit, c'est cela? Oui, et avant Grand Tchèque, Grand l'Esprit, il y avait aussi un essai qui s'appelle toujours Sortir de la pyramide hiérarchique. Il y a eu Grand Tchèque, Grand l'Esprit et ensuite il y a eu aussi Démocratie de la lumière. Et là, donc, c'est mon 4e essai. Le 4e essai, voilà, sur ce pays Martinique que vous aimez tant, qui est cher à votre cœur. On le ressent d'ailleurs, dans les pages ou dans ce que vous dites justement sur comment on devrait, vers quoi on devrait se diriger pour que ça puisse mieux se passer dans ce pays, Olivier Jean-Marie. Oui, bien sûr, c'est un pays auquel je suis attaché parce que je suis aussi martiniquais. Je suis aussi guadeloupéen par ma mère et donc je salue aussi toute ma famille, tous mes amis de Guadeloupe. Mais c'est vrai que j'ai grandi en Martinique, j'y vis, j'y ai fondé une famille et bien sûr, je suis très très attaché à ce pays, à cette terre, à ces hommes et à ces femmes. Avant de rentrer dans le non de votre ouvrage, puisqu'il y aura certainement tant à dire jusqu'à 21h, première partie d'émission, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, mais en tant que citoyen, le citoyen que vous êtes, est-ce qu'il peut se présenter aux auditeurs, auditrices de Martinique la première? Écoutez, j'ai 50 ans, je vis maritalement, j'ai une fille de 18 ans qui fait des études d'architecture. Je suis consultant en management participatif et en participation citoyenne. Je suis aussi donc coach et essayiste. Et puis j'ai l'habitude de me définir comme un citoyen ordinaire qui cultive liberté et bienveillance et respect et qui souhaite contribuer au mieux-être de sa cité, de sa communauté, donc de son pays, mais plus globalement de la planète Terre sur laquelle ce citoyen la vie évolue. Un citoyen ordinaire, on dit aussi un citoyen lambda. Oui, un citoyen lambda, et je veux dire par là que ce ne sont pas seulement les élus qui peuvent parler, ce ne sont pas seulement ceux qui ont des postes à responsabilité, des postes de direction, et je veux par là même inviter et faire comprendre aussi, partager avec mes concitoyens que on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à apporter, une pierre à apporter à l'édifice pour enrichir notre quotidien. Avec nous ce soir, Olivier Jean-Marie, son livre vient de sortir, un essai, un ouvrage intitulé Qui rôle-nous à la recherche de la raison d'être de la Martinique. D'ailleurs, vous vous présentez en début de cet ouvrage, d'ailleurs vous donnez votre âge, vous avez eu 50 ans cette année, donc un bel âge pour une année un peu mi-figue mi-raisin. Vous dites, je m'intéresse à la vie politique à la page 4 depuis la campagne des élections présidentielles de 1981, le 11 mai 81 précisément, pour des motivations que j'interroge encore. L'institutrice, et là l'anecdote est quand même intéressante, de votre classe, vous étiez en CM2, avait demandé aux élèves satisfaits de la victoire de François Mitterrand de se lever. Sur une trentaine d'élèves, nous étions 3 à nous mettre debout, donc vous faisiez partie de ces élèves. Quand on est en CM2,
on sait déjà de quoi on parle. D'une part, c'est une élection présidentielle, une élection quand même qui passe pas inaperçue, mais on connaît les enjeux. On sait de quoi on parle à ce moment-là, Non, 1981. bien sûr que non, bien sûr que non. Quoi. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne. Oui. Disons que je dirais bien sûr que non et un peu oui. Alors, donc j'ai grandi dans une famille qui était plutôt à gauche. Les lectures que j'ai fréquentées, bon, c'était le Canard enchaîné, le Nouvel Observateur, donc le Naïf. Donc Antilla, donc c'était des journaux qui étaient plutôt classés à gauche. Et bien sûr, donc je me suis laissé influencer aussi par ce contexte-là. Et il faut rappeler en 1981, donc lorsque ça se passe, Valéry Giscard d'Estaing faisait 80% des suffrages contre 20% à François Mitterrand. Et ce qui a conduit, entre autres, Aimé Césaire à engager le moratoire. Donc c'est vrai que je dirais la proportion, donc les trois élèves sur peut-être la vingtaine qu'on était, reflétait un petit peu l'état d'esprit du 10 mai 81 en Martinique. Mais c'était déjà là le début d'une aventure politique ou d'une aventure d'un engagement citoyen pour évidemment porter votre contribution à la vie citoyenne de ce pays? Oui, c'était le début d'un intérêt. C'est le début d'un intérêt, et puis c'est le début d'un engagement, parce que c'est vrai que quand on demande aux élèves de se lever, et surtout lorsqu'ils sont plus minoritaires, mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi cette institutrice-là a posé cette question-là. Est-ce qu'elle-même, elle était favorable à François Mitterrand et elle voulait voir quelles étaient aussi peut-être les familles qui étaient favorables. Alors, presque. Ouais, peut-être, ou bien à l'inverse, elle était plutôt supportrice de Giscard d'Estaing. Mais c'est vrai que oui, c'est un début d'engagement et un début aussi d'affichage, un début d'expression dans l'espace public, bon, qui était à ce moment-là la classe. C'était la classe, mais c'est vrai que c'est un début de prise de parole, oui. On peut faire le lien aussi aujourd'hui avec cette jeunesse qui s'engage très tôt aussi en politique. Vous l'avez vu, vous d'ailleurs, qui faites un peu partie des arcanes politiques de la Martinique, vous voyez des jeunes justement qui ont envie de faire entendre leur voix, faire aussi, ou plutôt on va dire participer à la vie politique, à la vie citoyenne. Vous savez, les deux sont un peu rattachés, sont un peu joints. Oui, bien sûr. On sent bien que en Martinique, mais c'est aussi vrai en Guadeloupe, c'est aussi vrai en Guyane et à La Réunion, il y a une jeunesse qui s'engage, qui prend la parole, pas nécessairement dans les cadres politiques traditionnels, donc des partis politiques, mais peut-être donc dans la rue et aussi donc dans l'espace public, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le web, sur la toile. Oui, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une demande de participation. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le rôle joué par cette jeunesse dans les occupations donc de supermarchés, dans les modifications de l'espace public. Donc, je parle donc de la destruction des statues de Victor Schellcher et de Dinambut. Donc, on sent bien qu'il y a une jeunesse, qu'il y a une énergie. Ils veulent se faire entendre. Ils veulent que leurs valeurs soient prises en compte dans la gestion quotidienne donc des affaires publiques. Oui, ça, je le ressens, oui. Tout à fait. Olivier Jean-Marie est avec nous ce soir. Il a répondu à notre invitation pour nous présenter son dernier opus, sous forme de livre, bien évidemment, qui s'appelle Qui Wol-nous. Justement, avant que l'on puisse continuer encore et pouvoir parler de ce que vous avez détaillé en termes de chapitres dans votre livre, vous parlez de nous. Vous dites Qui Wol-nous. Oui. Vous avez une explication, une définition, ou qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant Qui Wol-nous, même si on essaie d'imaginer ce que vous aviez voulu dire, mais on aimerait l'entendre
Oui. Alors, quand je parle du nous, et beaucoup de lecteurs me posent la question, ils disent, nous, c'est qui? Là, Et c'était, nous, ouais, nous nous, tous dans un ensemble ou. voilà, nous, c'est la communauté martiniquaise, hein. Et la communauté martiniquaise, pour moi, elle est composée donc d'hommes et de femmes, mais aussi de minéraux, de végétaux. Et pour moi, en ce qui concerne les hommes et les femmes, toute personne qui a vécu en Martinique et qui souhaite participer à une œuvre collective qui concerne la Martinique, pour moi, est incluse dans cette communauté martiniquaise-là. Un ensemble indissociable. Je dis indissociable à construire, plus, Mhm. plus un ensemble selon moi à construire, qui est aujourd'hui un peu atomisé, un peu fragmenté. Et justement, mon souhait, c'est que l'action des politiques et des citoyens donne du sens ou redonne du sens à cette communauté-là, Mhm. pour que cette communauté-là puisse trouver sa vocation, sa mission. Mhm. Parce que je pense que comme pour tout collectif, si il n'y a pas de mission identifiée, de vocation bien claire, Mhm. ben, ça ne génère pas d'énergie collective. Ça ne génère pas On est plutôt de éparpillé, les cohésion. choses sont Voilà, exactement. parsemées, les choses sont Les fragmentées. énergies sont dispersées. Mhm. Et l'idée, c'est de rassembler cette énergie dispersée qui est un peu éparse, justement, pour en faire quelque chose de plus puissant, de plus ambitieux. Donc, quand vous parlez au début de votre livre du citoyen ordinaire, vous vous adressez aussi à tous les autres citoyens ordinaires de cette Martinique. Ah oui, tout à fait. Et pour moi, si vous voulez, donc ce livre, c'est une contribution donc à la veille des élections qui auront lieu L'année donc prochaine, dans quelques mois ou peut-être dans quelques années. Après, ça dépend de l'évolution de de la l'épidémie. pandémie du Covid. Mais l'idée, c'est que c'est une invitation, donc c'est ma contribution au débat politique, mais c'est aussi une invitation à tout, donc qui est lancée à tous les citoyens pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, dire leurs mots, apporter leur contribution. Mhm. Et moi, j'apporte ma contribution sur une proposition de démarche, mais c'est une proposition parmi les 370 000 qu'on pourrait avoir, si vous voulez. Et Mhm. l'idée, c'est vraiment d'inciter les citoyens et les élus et les administratifs à engager un dialogue participatif pour donner un cap à notre communauté, pour donner un sens à notre existence collective. Mais dites-moi, Olivier Jean-Marie, avec ce livre Qui roule nous, qui vient de sortir, d'ailleurs, vous serez en dédicace ce week-end, on en parlera à la fin de cette émission. Oui. Le Grand Tchè, Grand l'Esprit était aussi en destination du citoyen, vous étiez sur la même lignée. Ils n'ont pas entendu votre premier appel, Disons que les citoyens. oui, ils l'ont bien reçu, puisque si on juge par les ventes du livre et Mhm. par les rencontres, les conférences que j'ai animées, les interviews aussi que j'ai données, oui, et justement, cet accueil-là m'a incité à aller plus loin, à aller Et à plus loin. vraiment vous adresser à ceux qui pourraient, selon vous, faire bouger les choses, les changer, leur donner du corps, du vivant. Oui, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une méthode, parce que Mhm. j'éprouve le besoin, donc justement à observer la vie politique locale, mais aussi internationale. J'éprouve le besoin donc que nous puissions ensemble adopter une méthode pour pouvoir justement donner du sens à notre existence collective. Et j'insiste aussi beaucoup dans cette méthode-là sur l'agilité, sur le fait de pouvoir donc évaluer les politiques publiques, choisir des indicateurs qui correspondent à ce qui est vraiment important pour les citoyens Les et, priorités. Mhm. et les priorités tout à fait, mais aussi donc
des dispositifs d'ajustement. Justement, se dire que on va pas tout bien faire dès le départ, c'est pas vrai. Et il faut qu'on adopte cette logique, on gagnerait à adopter la logique de l'expérimentation, à essayer, à faire, à corriger, à ajuster, à faire et à progresser. Et surtout ne pas rester, je dirais, sidéré par l'incapacité à réaliser quelque chose de parfait, mais de se lancer dans l'action, même si c'est pas parfait, mais surtout de mettre en place des dispositifs pour corriger l'action et pour identifier que cette action-là est en cohérence avec nos valeurs, avec nos principes de gestion, avec nos priorités sectorielles. Très bien, ça c'est ce qu'on peut retrouver vers la fin de votre livre en matière de priorité stratégique et aussi le plan d'action. Ce sont les propositions que vous faites à l'intérieur de cet ouvrage. Vous écoutez Martinique la première, Olivier Jean-Marie, notre invité de ce soir, auteur du livre Qui rôle-nous à la recherche donc de notre de la raison d'être de la Martinique. D'ailleurs, cette raison d'être que vous expliquez, que vous définissez au sein du livre, on y reviendra avant la fin de cette émission. Il y a quelque chose aussi qui revient très souvent, vous en avez parlé un peu lorsque vous avez pu nous dire ce que ce nous représentait dans Qui rôle-nous, c'est la communauté. J'ai remarqué que dans votre livre, ça revient très souvent, vous en parlez beaucoup. Je pense que c'est un mot fort, un mot qui a du sens pour vous. La communauté, comment vous la voyez? La communauté, je parle de communauté, mais on aurait pu parler de peuple, on aurait pu parler de pays. Et pourquoi avoir choisi communauté d'ailleurs? Parce que je pense que ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Je pense que c'est quoi? Parce qu'on a eu le même vécu, on a eu les mêmes codes, on a la même culture, on partage les mêmes choses, c'est plus proche, il y a plus de proximité? Disons que ça génère moins de crispation que quand on parle de pays ou quand on parle de peuple. Moi, ma perception, c'est que nous sommes un pays, que nous sommes un peuple jeune, un peuple en devenir, un peuple à construire, à fortifier. Et je pense aussi que souvent, nous sommes un peu noyés dans cette société, je dirais, post-esclavagiste, encore capitaliste, qui nous oriente vraiment très fortement à vénérer des valeurs individualistes et à oublier un peu des valeurs fondatrices de notre peuple, valeurs donc de solidarité, d'attention, des valeurs vraiment d'humilité, des valeurs d'effort, de travail. Et on a été submergé par la modernisation, qui nous a fait oublier un peu ces valeurs-là, et puis qui nous a fait oublier que peut-être que justement nous sommes une communauté, nous sommes un peuple, nous sommes un pays, et que l'objectif n'est pas seulement de s'en sortir individuellement, mais l'objectif peut-être aussi d'apporter une contribution collective à l'humanité, à nos voisins, et puis de façon plus large et plus spirituelle au cosmos. Voilà, vous aurez aussi à nous parler de ce que vous appelez l'intelligence collective. On verra aussi la situation que vous décriez tant dans votre livre, parce que vous avez remarqué bon nombre de choses, vous avez fait un certain nombre de constats. On va poursuivre notre échange avec vous ce soir, Olivier Jean-Marie, auteur du livre Qui rôle-nous après Warped pour la musique Elle me hante. Drive Back. Sur Martinique la première avec le premier invité. Tout à l'heure, nous aurons deux femmes que nous accueillerons au standard aussi de Martinique la première. Elles viendront nous parler d'un village virtuel régional sur la santé au travail. Vous en saurez plus évidemment à partir de 21h, donc restez avec nous. Il est sorti son livre Qui rôle-nous, Olivier Jean-Marie, que vous allez retrouver en dédicace. Ce sera ce samedi, Olivier, pour parler des
des dates? Oui, ce samedi, donc le 14 octobre. Le matin, je serai donc à la librairie antillaise de la Galeria. Et l'après-midi, ce sera à la librairie antillaise du Rond-Point. D'accord, on reviendra dessus d'ici la fin de l'émission. Il y a quelque chose aussi que je trouve très intéressant, une notion que vous avez utilisée dans Grand Chez Grand l'Esprit, qui revient aussi dans ce livre Qui rôle nous, c'est l'intelligence collective. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas que ça, l'intelligence collective, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est le fondement même de votre pensée, de votre réflexion? C'est une des articulations. C'est une des articulations de ma réflexion. Et ce que je tiens à préciser, et le débat que je souhaite aussi entamer avec nos concitoyens, c'est dire que on parle beaucoup d'intelligence collective. On parle de plus en plus d'intelligence collective. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, l'intelligence collective, selon Jean-François Nouvel, qui est un des penseurs qui y réfléchit, il dit c'est la capacité d'un collectif à penser son avenir dans un contexte contraint, avec des ressources contraintes. Et depuis que je dirais que l'homme, que la vie est apparue, que l'homme est apparu, il a mis en place donc des intelligences collectives différentes. Aujourd'hui, on est donc à la croisée des chemins entre une intelligence collective dite pyramidale, où très peu de personnes au sommet partagent l'information, la connaissance et le pouvoir, et donc dictent aux gens qui sont aux échelons inférieurs ce qu'ils doivent faire, et ainsi de suite, jusqu'à la base de la pyramide. Et on voit bien que ce modèle pyramidal-là, il s'essouffle. Il s'essouffle parce que le contexte a changé, le contexte notamment la vitesse de diffusion de l'information, et son mode de propagation a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est beaucoup plus informée, notamment avec l'Internet et les réseaux sociaux, qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Je ne sais pas si on est mieux informé, mais l'information se diffuse beaucoup plus rapidement. Et les structures sociales, donc dans les entreprises, dans les démocraties, dans les associations, dans les syndicats, doivent intégrer le fait qu'aujourd'hui, plus de personnes ont accès plus rapidement à une information qui auparavant était centralisée et descendante. Et donc, l'idée que je veux promouvoir, de l'intelligence collective, c'est de dire justement, il nous faut adopter une nouvelle intelligence collective. Et donc, qui permettrait à chacun d'apporter sa contribution tout en gardant un certain ordre dans la société, dans l'entreprise, dans l'association. Un certain ordre, c'est-à-dire? C'est-à-dire que il faut, selon moi, on gagnerait à choisir des modèles d'organisation plus participatifs, donc qui donnent la parole à chacun. Ce qu'on a appelé un temps la démocratie participative. Oui, ou la participation citoyenne donc dans la société, ou bien l'entreprise libérée, dans le monde de l'entreprise, si vous voulez. Mais il ne faut pas que ça génère du désordre. Il faut que le collectif puisse être performant, puisse se fixer des objectifs et des processus pour atteindre ces objectifs-là et atteindre ces résultats-là, et pour que ce collectif aussi puisse être durable. Alors, est-ce que quand vous parlez d'intelligence collective, pour bien prendre un exemple qui soit concret ou qui puisse parler à celles et ceux qui nous écoutent ce soir, alors je ne sais pas si vous pourrez qualifier celui de la Suisse d'intelligence collective, où le citoyen est très souvent consulté lorsque l'on doit, par exemple, construire des bâtiments ou construire des structures sportives, etc.
il y a un recueil de signatures qui est fait sous forme de pétition. Oui. Ensuite, après avoir eu un certain nombre de signatures, on passe à un vote et on demande, voilà, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour la construction de ce stade? Et à ce moment-là, les citoyens répondent oui ou non. Et évidemment, c'est pris en compte. C'est-à-dire que si c'est oui, on le construit. Si c'est non, on laisse tomber l'affaire. Et ainsi de suite, on passe encore à un autre vote où on va, encore une fois, consulter le citoyen sur tel ou tel édifice, mais pas que ça, sur telle aussi loi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que vous appelez un petit peu, pour imager les choses, pour comprendre ce que vous appelez intelligence collective, mais qui soit adaptée, évidemment, au pays Martinique, à ses spécificités et puis aux circonstances aussi, parce qu'on sait très bien que toute la partie sociale, historique, économique doit être prise en compte dans cette notion d'intelligence collective. Oui, c'est un exemple inspirant, mais c'est aussi c'est un exemple dont s'inspirent aussi certains maires ici en Martinique. Mmh. Et pour l'illustrer, donc demain, par exemple, il y aura un forum citoyen organisé par la ville de Fort-de-France sur la dénomination des rues Gallieni et Blénac, par exemple. Ça va se faire au Grand Carbet. Bon, après, je n'ai pas encore très très bien identifié le processus de décision. Est-ce que c'est juste de l'information? Est-ce que les propositions des citoyens seront prises en compte et dans la prise de décision finale du conseil municipal? Mais la ville du Prêcheur aussi pratique cette démocratie participative-là depuis plusieurs années. Aussi, oui. Et la mise en œuvre, par exemple, dans un projet de relocalisation de l'habitat par rapport à la menace de l'érosion du trait de côte, par exemple. Donc, ce sont des idées qui sont mises en œuvre. Bon, c'est-à-dire que là, dans l'intelligence collective, ça veut dire que ce sont toutes les propositions, les idées qui doivent être mises sur la table afin d'en faire un tri ou d'en garder les bonnes ou d'en garder les priorités ou de garder les idées ou propositions prioritaires. Pour que chacun puisse, parce que c'est un peu ce que vous dites aussi dans votre livre, que chacun puisse se sentir concerné par ce qui se passe dans sa ville, autour de lui, dans son pays. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que il nous faut inventer, selon moi, et ça existe déjà, et on gagnerait à expérimenter parce que tout ça, c'est de l'action, c'est de l'expérimentation. On gagnerait à expérimenter des modes d'organisation qui donnent un peu de pouvoir à tout le monde. Mais pas le même pouvoir. Il ne s'agit pas du tout de se dire, on est tous égaux et on aura tous le même pouvoir. Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun, à sa place, selon ses compétences, selon ses aptitudes, selon ses affinités, selon ses envies, de pouvoir apporter une proposition et de mettre en place un processus qui va transformer ces propositions-là en décisions collectives, mais selon des règles et des dispositifs qui sont très, très, très précis, selon une discipline très, 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 très précise aussi. Et moi, je voudrais inviter mes concitoyens, mes élus aussi, à expérimenter un peu plus ce type de partage de pouvoir-là, quand les conditions le permettent, quand il n'y a pas d'urgence, et donc c'est aujourd'hui ça mon combat, faire progresser des logiques participatives, mais qui soient sincères et transparentes, qui ne soient pas des coûts de communication qui peuvent porter préjudice à l'idée de participation citoyenne. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, vous êtes libre de proposer ce que vous voulez, mais en finale de compte, c'est moi qui ai le budget. Voilà, c'est moi qui décide tout seul. Et il existe aujourd'hui, vous parlez de budget, plus d'une centaine de villes, de collectivités en France qui
expérimentent le budget participatif. Et ce sont des villes qui vont de 3 000 habitants jusqu'à 2 millions d'habitants comme Paris. Et dans le monde, c'est plus de 3 000 institutions qui expérimentent cette logique où on donne aux citoyens la possibilité de gérer une partie ou quelquefois la totalité du budget. Mais bien sûr, donc avec des dispositifs, des prises de décision, des processus qui sont très 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 stricts et qui garantissent donc de l'efficacité, de la performance et de l'ordre. Aujourd'hui, Olivier Jean-Marie, si vous parlez ainsi, c'est parce que vous avez constaté bon nombre de choses. Vous avez remarqué comment fonctionnait la Martinique sur le plan social, économique, patrimonial, mémorial, voire même environnemental. En quelques mots, puisque vous décrivez justement ce constat dans votre livre, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre votre stylo, ou plutôt votre ordinateur portable, et à commencer à tapoter et à vouloir sortir ce livre? Écoutez, par rapport au constat. Ce que moi je constate, c'est que dans la démocratie, les citoyens vont de moins en moins voter. Et pour prendre un exemple très 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 concret, en 1983, lors de l'élection du premier conseil régional en tant que collectivité en Martinique, le taux de participation était de 61%. En 2015, pour l'élection de la première assemblée de Martinique, le taux de participation était de 39%. Donc on a perdu 22 points de participation aux élections. Et on voit bien qu'en plus, cette année, en 2020, le taux de participation des élections municipales était catastrophique à cause de la pandémie, donc de la Covid-19, mais surtout parce que les électeurs ne croient plus, n'ont plus confiance en les candidats. Il n'y a plus de confiance dans les élus, dans la parole des élus qui est dévalorisée. Et donc, au niveau électoral, on a vraiment une désaffection des urnes. On voit bien aussi que les partis politiques aussi perdent des militants. Ils perdent des forces. Et c'est ce que vous dites justement à la page 8 pour un peu compléter vos mots. En dehors des élections, les partis politiques semblent peu actifs, moins vivants. Peu de congrès, d'universités, de grandes vacances, de publications, de réflexions, d'articles alimentant l'actualité politique de Martinique. Combien de nos proches sont militants de partis politiques? Vous posez des questions aussi. Et à chaque chapitre, à chaque fin de chapitre, pour l'anecdote, vous posez des questions aux citoyens. Vous adressez directement aux citoyens par un certain nombre de questions. Parmi ces proches, qui ont une activité militante? Combien y consacrent régulièrement plus de 3 à 4 heures par semaine? Quelles ont été les dernières propositions politiques, économiques, culturelles, sociales, environnementales ou technologiques concernant l'avenir de la Martinique émanant d'un parti politique? Oui, les partis politiques, je dirais, la vigueur intellectuelle des partis politiques s'effondre. Les effectifs des partis politiques aussi baissent. Les partis politiques aussi se divisent. Les ententes électorales aussi explosent parce que mon constat, c'est que l'action collective politique manque un peu de sens. Ça ne génère pas donc de l'enthousiasme, de la confiance chez les électeurs pour pouvoir aller voter, pour pouvoir s'engager dans un parti politique. Et cet état de fait-là n'est pas propre à la Martinique, c'est propre à toutes les démocraties je dirais occidentales. On constate un affaissement de la participation, un affaissement donc de l'influence des partis politiques. Et ça, c'est pour je dirais pour la société. On constate aussi au niveau associatif, on sait bien qu'en Martinique, en fait, ce sont les associations qui tiennent encore un peu la société. C'est grâce qui font beaucoup d'ailleurs, beaucoup, et c'est du bénévolat. Grâce à l'implication de milliers de volontaires dans le football, dans la culture, dans la musique, dans la danse, que
que le pays n'explose pas. Et je tiens à saluer toutes ces personnes-là. Et on voit bien que il y a de plus en plus de retraités dans ce personnel-là, parce que les actifs, bon, ils sont très très accaparés par leur existence, leur trajectoire individuelle. Mais on voit bien que on n'a pas la même adhésion, la même capacité à mobiliser le collectif qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Alors, on l'a bien compris, hein, au niveau des politiques, vous sentez que ça ne bouge pas comme avant, ou du moins, il y a une forme de léthargie à ce niveau-là, puisque vous parlez des partis politiques, des groupes politiques, etc., et des actions, selon vous, depuis quelque temps, qui n'ont pas été, en tout cas sur le terrain, assez vues, ces actions de la part des... Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de faire de l'élu bashing, hein, de politique bashing, parce que je pense aussi que je fais preuve, et j'invite tout le monde à faire preuve de discernement. Il y a des milliers d'élus, de conseillers municipaux. Il y a un peu plus de milliers de conseillers municipaux qui, en fait, quand s'implique, donne de son temps. Mais donc, il ne s'agit pas vraiment de discréditer les élus ou les militants. Il s'agit quand même de faire le constat et de s'interroger pourquoi. Pourquoi, en fait, quand on en arrive là, pourquoi les électeurs ne viennent pas voter, pourquoi les militants sont de moins en moins investis. Et ça, c'est pour, je dirais, la société. Pourquoi les associations ont de plus en plus de mal à fonctionner, sont de moins en moins, je dirais, dynamiques. Pourquoi aussi, dans le monde de l'entreprise, on constate de plus en plus de burn-out, de gens qui font des dépressions, des gens qui sont malades, des maladies psychosomatiques. D'ailleurs, on parlera de la santé au travail en seconde partie d'émission tout à l'heure. Et on voit bien que tous les indicateurs se dégradent aujourd'hui dans les entreprises, dans les collectivités locales. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. C'est de plus en plus difficile de motiver les équipes. Et là encore, je pense que les managers pourraient s'interroger, se dire mais pourquoi on n'arrive pas de façon durable à maintenir la cohésion des équipes. Et je dirais, moi, l'impression que j'ai, c'est que tout cela est lié au mode d'organisation de type pyramidal où une petite poignée de personnes contrôle l'information, le pouvoir, et ça génère du désengagement, que ce soit au niveau politique, que ce soit dans les entreprises. Ça génère du désengagement donc de personnes qui sont de plus en plus informées, de mieux en mieux formées et de plus en plus conscientes. Et donc de moins en moins manipulables et de moins en moins influençables. Dans votre livre, Olivier Jean-Marie, Qui rôle-nous ? La dédicace aura lieu ce samedi dans la même librairie, mais à 2 centres commerciaux différents. Vous pouvez rappeler les lieux et l'heure ? Oui. Donc la librairie antillaise à la Galeria le matin, de 10 à 12 heures, et la librairie antillaise au rond-point, donc de 16 à 18 heures ce samedi 24 octobre. Et donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par l'avenir de notre communauté, de notre pays, de notre peuple à venir échanger avec moi. Et bien sûr avec leur masque. Le magasin exige que la librairie exige qu'on soit masqué, mais même masqué, on peut continuer à échanger et à s'enrichir mutuellement. Alors c'est vrai que vous avez de nombreux chapitres en table des matières de ce livre. On a parlé du constat, vous êtes présenté aussi, il y a vos sentiments, vos besoins. On n'a pas pu tout dire, c'est vrai, il y a tellement de choses qu'on pourrait engager en conversation sur ce livre, votre demande. Et puis vous avez aussi une vision, d'ailleurs, j'ai souligné beaucoup de paragraphes, beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Vous dites dans votre vision, pour un territoire ou pour un pays, une vision n'est pas un programme électoral composé
composé de 50, 100, voire 300 mesures, assemblées en mode patchwork dans un dépliant en papier glacé, avec plus d'images que de textes déposés dans les boîtes aux lettres des électeurs. Là, vous avez décrit ce qui se passe chaque fois qu'il y a une échéance électorale, en quelques mots, parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Oui, ça c'est un message qui est envoyé aux candidats. Et je leur dis, mais bon, peut-être que si vous voulez intéresser, faire venir, revenir les électeurs aux urnes, peut-être qu'il faut aussi les impliquer dans la constitution du programme et surtout mettre en place des indicateurs et des dispositifs de suivi du programme pour que ce qui est écrit se transforme en action une fois qu'on a été élu. Mmh. C'est l'une de vos visions que vous avez bien sûr détaillée avec un certain nombre de propositions aussi. Vous parlez de notre raison d'être. Là, on est certainement dans la partie un peu plus philosophique des aspects de ce que vous souhaitiez qui se réalise lorsqu'on part du citoyen et que ça résonne au sein du pays Martinique. Ça, vos lecteurs pourront le découvrir et justement pouvoir vous poser des questions sur cette vision à court terme, voire même aussi à long terme, Olivier Jean-Marie. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux citoyens qui vous écoutent ce soir avant de refermer notre émission avec vous? Alors, en conclusion, je leur dirais de prendre tout le pouvoir qu'ils ont pour dessiner avec leurs représentants, avec les responsables administratifs, une trajectoire commune à cette Martinique-là et qui nous donne envie, et qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de l'espoir et qui rende cette Martinique désirable et responsable. Très bien, samedi 24 octobre, vous serez en dédicace de 10h à midi à la Galéria et au rond-point de 16h à 18h dans la librairie Pays, celle que vous connaissez très bien. Donc, Olivier Jean-Marie sera là. Il vous fera un petit mot sur le livre et puis là, quand vous aurez feuilleté, vous aurez certainement envie de lui poser quelques questions. Quant à nous, on n'a pas eu peut-être assez de temps pour pouvoir encore vous demander un certain nombre de questions sur la mémoire, sur les valeurs, la raison d'être, j'en parlais tout à l'heure. Et puis il y a une fameuse fleur à l'intérieur. Là, il faudra plus de temps d'ailleurs pour pouvoir la décrypter, la fleur de la vision partagée. C'est un livre qui ouvre des portes, qui ouvre une réflexion sur le fonctionnement de notre société martiniquaise. Il y a des choses à prendre là-dedans, des propositions aussi sont faites, un certain nombre de réflexions aussi sont menées. Je crois que tout citoyen pourrait l'avoir et continuer en tout cas la réflexion. Elle ne s'arrête pas qu'au livre. La réflexion est amenée, elle est lancée comme un déclencheur et vous pourrez la continuer, pourquoi pas, lors de réunions, vous-même aussi, citoyens, citoyennes, si vous avez envie d'y participer sous forme de livres, sous forme de d'autres supports. Je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer à la recherche de la raison d'être de la Martinique. Merci beaucoup, Olivier Jean-Marie, d'avoir été avec nous. Merci Claudine et merci aux auditeurs et auditrices de Martinique la Première. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, Joruy Homicile.